Chers étudiants, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce cours de technique de prise de vue TV que j'ai décidé de prendre dans le cadre de la licence 2, cours qui comporte un intérêt certain dans votre programme de journalisme et communication. Et ce cours comporte 5 séances. Je pense que vous en savez quelque chose. Et ces 5 séances nous conduiront à des séances d'échange en ligne, des séances de partage de support, mais aussi de QCM qui vous permettront de faire un ensemble d'exercices à intérêt grandissant dans le cadre du processus de ce cours. Alors, dans la première séance de ce cours, j'aimerais aborder un peu des notions fondamentales liées à l'environnement audiovisuel, notions qui nous permettront d'appréhender les processus qui partiront depuis la conception des supports jusqu'à leur réalisation finale et à leur diffusion, soit en ligne, à la télévision ou au cinéma. Alors, il nous semble opportun et intéressant d'aborder ces questions que j'ai pu appeler les 6 phases de la réalisation audiovisuelle, parce que pour chacun d'entre nous qui sommes membres d'une équipe de production audiovisuelle, l'intérêt aujourd'hui, c'est de comprendre comment on fabrique un contenu audiovisuel, que ce soit un film, que ce soit un spot, que ce soit un documentaire, etc., ou un reportage. Alors, la première phase parmi ces 6 phases, c'est la phase du projet. Durant cette phase du projet, vous êtes interpellé par 2 séquences absolument intéressantes durant cette phase, qui est la séquence de l'idée ou du concept. Généralement, chacun d'entre nous qui s'aventure dans le cadre d'un projet audiovisuel met en place un dispositif qui part d'une idée ou d'un concept, voire une proposition thématique, pour arriver à un scénario final. Alors, durant la phase de projet, nous sommes concernés par donc 2 composantes essentielles, qui est la phase de l'idée, mais aussi la phase qui vous permet de déterminer un ensemble d'objectifs à atteindre dans le cadre de votre projet. Alors, à la phase de l'idée, nous nous posons les questions suivantes. Quel sujet allons-nous aborder et de quel genre audiovisuel il s'agit? Est-ce que nous allons aborder un sujet qui s'intègre dans une production de film documentaire ou nous allons aborder un sujet qui s'intègre dans une série TV ou dans le cadre d'un reportage TV? Alors, ces séries de questionnements tournant autour de la question de l'idée ont pour finalité de nous aider à faire un choix par rapport au support. Le choix du support, que ce soit l'intention que nous avons de travailler en vidéo ou l'intention que nous avons de travailler en cinéma, cette intention doit être intimement liée à la démarche méthodologique et formelle du choix du sujet et du genre audiovisuel que nous voulons pratiquer ici. Nous nous poserons aussi des questions par rapport aux objectifs à atteindre ici dans le cadre du projet. Alors, si j'aborde la question de la production d'un film documentaire court sur des enfants de la rue,
je dois aussi vérifier où est-ce que je vais diffuser ce projet-là. Une fois terminé, où est-ce que je vais diffuser ce projet-là? Est-ce un projet que je vais diffuser à la télévision, RTS, TFM, etc., etc. Mais aussi, je vais me poser la question à savoir pour quel public ce film sur les enfants de la rue est-il destiné? Alors, c'est absolument important dans le cadre de la phase de projet d'appréhender ces deux questions essentielles de l'idée et des objectifs à atteindre par rapport à notre projet. D'ailleurs, souvent, on attend à ce que le projet soit fini pour faire ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire une façon de convier un ensemble de personnes ressources à réfléchir autour de votre idée de projet, étant entendu que leur contribution respective peut aider à améliorer votre projet. Mais je recommande très fortement, à l'étape du projet, d'initier ce brainstorming-là qu'on appelle le brainstorming de l'idée. Cela vous permettrait d'éviter un certain nombre euh, d'hésitations ou un certain nombre d'obstacles qui est lié au processus de développement de votre histoire. Outre la phase de projet, il y a ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est la phase d'écriture. Alors, l'écriture comporte un ensemble d'outils que sont la note d'intention, le synopsis et le scénario. La note d'intention, c'est un peu comme quand vous écrivez une lettre d'intention, que vous avez eu votre diplôme, vous écrivez une lettre d'intention à l'intention, pour me répéter, à l'intention d'un employeur, en essayant autant que possible de le convaincre de vous prendre dans son entreprise parce que vous en avez les qualités. Vous avez les qualités par rapport au poste qui est disponible. Alors, ce cheminement de l'intention, qui consiste d'abord à contextualiser votre projet en définissant les différents objectifs, les méthodes d'approche, les outils que vous allez utiliser, etc., etc. Ce cheminement, comme dans la gestion d'un projet, ce cheminement vous permet de montrer à votre producteur potentiel un premier élément d'approche de votre projet tout en restant dans une logique de construction d'une idée ou d'un projet. Les éléments qui sont inhérents à la note d'intention peuvent aider à concevoir une petite histoire et en déclinant un ensemble d'articulations autour d'un synopsis, qui est en fait ni plus ni moins qu'un résumé d'une histoire. Ce synopsis va se développer plus tard pour donner un scénario, comme vous le savez. Alors, outre la phase d'écriture, nous sommes concernés par une phase absolument importante où nous avons notre projet, notre idée claire. Ce projet a été décliné en un scénario, que ce soit un scénario documentaire ou un scénario de fiction, et que ce scénario maintenant laisse la place à une phase de préparation. Et cette préparation doit nous mener progressivement vers le tournage prochainement. Alors, durant la phase de préparation, il est intéressant de nous poser la question, mais notre film, où est-ce qu'il va se passer? Est-ce que nous allons tourner un film à Dakar? Ou est-ce que nous allons tourner un film à Dakar et à Saint-Louis? Etc., etc. Donc, nous sommes concernés par un ensemble de lieux, d'espaces géographiques dans le cadre de notre projet, et ces espaces, ces lieux-là, doivent faire l'objet de ce qu'on appelle des repérages. Donc, nous nous posons la question à savoir où ça va se passer notre histoire, et pour répondre à cette question, nous allons faire ce qu'on appelle des séries de repérages. Vous voulez filmer dans une zone côtière, il vous faut visiter un peu les côtes du Sénégal. Vous voulez filmer autour d'une berge de fleuve, donc ce serait intéressant d'aller voir le fleuve Casamance ou la Gambie ou naturellement le fleuve Sénégal vers le nord.
Alors, si vous êtes en fiction, naturellement, il y a un travail à faire qui consiste à dérouler ce qu'on appelle un casting. La question subsidiaire par rapport au casting, c'est avec qui nous allons mener ce projet-là. Alors, souvent, vous regardez les séries aujourd'hui qui sont en vogue, vous verrez qu'il y a un ensemble d'acteurs, actrices qui sont impliqués dans la série. Alors, ces acteurs, actrices interprètent les rôles qui sont inhérents à l'histoire que nous racontons dans notre scénario. Alors, pour y arriver, il faut procéder par un casting. Le casting, c'est une séance d'audition d'une partie du scénario par des professionnels acteurs ou amateurs à l'intention de voir à la fois au niveau de leur voix, diction, prestance, mimique, gestuelle, est-ce que ces personnages-là peuvent participer dans le cadre de votre projet. Alors, une fois que nous avons donc, dans la phase de préparation, procédé à nos repérages, nous avons fait un casting pour déceler les acteurs qui vont agir, interpréter les différents rôles dans notre film, nous allons devoir maintenant prendre le scénario et le découper en différents plans. Il est 1 heure. Ce scénario-là va faire l'objet d'un découpage technique en plusieurs plans. Et ces différents plans-là aident l'équipe technique à savoir par quel bout commencer et comment procéder dans le tournage de chaque plan pour arriver à boucler l'ensemble du film ou du reportage. Alors, il nous faut aussi, outre ce découpage technique-là, pour l'ensemble de l'équipe, il leur faut avoir un plan de travail. Et ce plan de travail-là, c'est un peu évaluer en combien de temps l'ensemble des activités de tournage auront lieu dans le cadre de l'exécution des différentes tâches. Naturellement, un projet audiovisuel, c'est d'abord aussi un projet qui requiert beaucoup d'argent, des fois, selon les cas. Et naturellement, il faut travailler dans la phase de préparation sur une notion fondamentale qui est le budget. Donc, pour combien d'argent je vais avoir besoin pour réaliser ce projet audiovisuel que je veux faire. Alors, donc que ce soit le casting, les repérages, le découpage technique, le plan de travail, le budget et éventuellement le dossier de financement, c'est-à-dire vérifier avec quel partenaire nous allons faire une sorte de coproduction pour parachever ce projet-là et le mener à bon terme. Nous allons devoir construire ce qu'on appelle un dossier de production. Et dans ce dossier de production, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. La présentation du porteur du projet, excusez-moi, la présentation du porteur de projet, le synopsis, la note d'intention, le budget, tout ça va participer au dossier de production et même le plan de financement. Alors, quatrième étape essentielle, c'est l'étape du tournage. Dans cette étape du tournage, comme son nom l'indique, nous, l'équipe technique, déroule la phase de tournage, c'est-à-dire produit le film. Cette phase est reliée à la phase de production aussi, on peut l'appeler la phase de production. Outre le tournage, les différents rushs, c'est-à-dire la matière filmée. La matière filmée qui est mise en boîte est amenée en salle de montage pour procéder avec un monteur professionnel au montage et au mixage des différents éléments, des séquences qui sont filmées. Cette phase qui est notée comme la phase qui est appelée la phase de post-production
concerne à la fois le montage et le mixage, à la fois des images et des sons. Alors, et en dernier lieu, si nous dépassons cette phase de montage et de mixage, nous arrivons à un point où notre film est prêt, notre reportage est prêt, notre documentaire est prêt, notre série est prête. Nous allons maintenant voir comment diffuser ce contenu-là ou, s'il s'agit du cinéma, procéder à une projection en première du film que nous avons produit. Et si nous poursuivons un peu dans cette dynamique, nous pouvons nous appuyer aussi sur des opérateurs de distribution qui peuvent aller dans le sens de la communication digitale et des réseaux sociaux pour distribuer le film un peu à l'échelle globale. Donc voilà grosso modo les 6 phases de la réalisation audiovisuelle qui nous semblent être des phases absolument importantes pour comprendre comment le film, le contenu naît à partir d'une idée de départ, un concept, pour arriver à être diffusé ou distribué dans un réseau de partenaires à l'échelle nationale ou internationale. Alors, ces 6 phases, donc, ce sont la phase de projet, d'écriture, de préparation, de tournage, de post-production et de diffusion. En abordant ces différentes phases, nous comprenons qu'un contenu audiovisuel met en place une dynamique, un processus qui intéresse beaucoup de métiers. Et dans ces métiers, nous avons naturellement une équipe technique en charge à la fois de coordonner l'ensemble des équipes techniques, on l'appelle le réalisateur, mais aussi un technicien qui a en charge de la construction de l'image qu'on appelle le caméraman. Nous avons aussi quelqu'un qui s'occupe du son, le preneur de son, et en dernier lieu, quelqu'un qui procède au montage et au mixage des images et des sons. Alors, puisque nous sommes concernés par la partie technique liée à la construction de l'image, donc les techniques de prise de vue, TV, nous allons aborder un deuxième point ici, qui est la notion de plan. Alors, en termes de définition, définir le plan, c'est quand même essentiel dans les fondamentaux de la technique de prise de vue, des techniques de prise de vue. Alors, avant tout, il faut savoir ce qu'est un plan. Un plan est ce qu'enregistre la caméra d'un seul jet entre le moment où on déclenche le moteur et le moment où on l'arrête. Donc, si vous avez votre appareil, que ce soit un smartphone, que ce soit un caméscope, que ce soit une caméra professionnelle, voire une caméra cinéma, il y a un bouton à partir du moment où vous procédez à ce qu'on appelle le cadrage, c'est-à-dire la définition d'un espace entre 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales, espace privilégié où vous avez votre sujet à montrer, à filmer, que ce soit un arbre, que ce soit une fleur, que ce soit une voiture, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un groupe. Tous ces sujets-là, dans l'intention de celui qui filme, peuvent être disposés dans cet espace privilégié-là qui est le cadre. Donc, si vous mettez en place ce processus de cadrage-là, c'est-à-dire de sélection d'un espace privilégié, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton de la caméra à un moment donné, au bout de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, si vous arrêtez, vous avez fait un plan. Donc, je répète, un plan est ce qu'enregistre la caméra d'un seul jet entre le moment où vous déclenchez le moteur de la caméra et le moment où vous l'arrêtez. C'est la portion de film comprise entre le début et la fin
de cette prise de vue qui constitue le plan. Sachez que c'est l'unité de base du langage cinématographique ou audiovisuel en général. Donc, dans chaque langage, il y a des segments. Et dans le langage cinématographique, un des segments essentiels, c'est le plan. C'est à partir du plan qu'on construit, ou des séries de plans, qu'on construit une scène. Et à partir de séries de scènes, on construit une séquence. Donc, je vous rappelle donc cette nécessité de considérer le plan comme l'unité de base du langage cinématographique. Généralement, dans un long métrage, vous avez un demi-millier de plans. Je vais vous donner un exemple précis. Prenons donc un exemple, encore une fois, ici. Le scénario. L'action se situe dans un parc. Un groupe de jeunes discute sur un banc. L'un d'entre eux, Badou, chantonne un air connu de Youssou N'Dour. Si je dois découper ce scénario-là en plusieurs plans, le découpage en plans donnerait premier plan, plan d'ensemble du parc. À partir de ma caméra, à partir du cadrage que je fais avec ma caméra, je prends une vue d'ensemble sur le parc. Plan d'ensemble, on l'appelle le plan d'ensemble du parc. Le deuxième plan, je vais m'avancer encore sans filmer pour me rapprocher du groupe de jeunes qui discutent. Là, je vais faire un cadrage pour ne filmer que le groupe de jeunes qui discutent. Donc, je vais faire dans ce deuxième plan un plan plus rapproché sur un groupe de jeunes qui discutent. Je peux faire encore un troisième plan. Donc, troisième plan. Et dans ce troisième plan, je vais m'intéresser essentiellement sur Badou qui chantonne un air de Youssou N'Dour. Donc, je vais faire un plan rapproché, poitrine ou épaule, plan rapproché, épaule, de Badou qui chantonne un air connu de Youssou N'Dour. Donc, si vous voyez bien, pour la même scène, nous avons trois plans. Nous avons trois plans pour la même scène. Ce que vous devez savoir, c'est que le plan peut être fixe ou en mouvement. On peut avoir un plan fixe, c'est-à-dire prendre une prise de vue avec un élément qui est fixe. Par exemple, une bouteille qui est disposée sur la table, ou bien un vase qui est disposé sur une table de chevet, etc., etc. Le plan peut être fixe ou en mouvement, mais il se caractérise par le fait qu'il soit une unité d'espace-temps. C'est très important. Et cette unité d'espace-temps, nous devons l'appréhender entre le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement. C'est-à-dire, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une économie de la prise de vue dans le cadre d'une production audiovisuelle ou cinématographique. C'est-à-dire, on peut avoir en trois plans un déplacement d'un étudiant d'un campus A vers un campus B, avec l'essentiel de l'information dont nous avons besoin dans son trajet, dans son itinéraire, autour de simplement trois plans. Parce que nous nous intéressons non pas à montrer l'ensemble du trajet, mais nous allons choisir les moments forts de son itinéraire que nous allons filmer. Et ces moments forts seront des unités d'espace-temps qui sont liées intimement à ce que nous voulons raconter dans notre histoire. Donc le plan peut être fixe ou en mouvement, mais il se caractérise par le fait qu'il soit une unité d'espace-temps entre le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement. Si vous filmez quelqu'un devant ENSUP Campus 5, si vous le filmez à un moment T de la journée, 12 heures par exemple, et
si vous le filmez par ailleurs à un autre moment, vous êtes dans un autre dispositif et une autre unité temporelle qui est totalement différente. Parce que le temps change. Et le temps, nous l'appréhendons ici dans cette prise de vue grâce à la lumière, grâce au temps qu'il fait, grâce à un ensemble de paramètres techniques qui nous permettent de savoir que nous avons filmé Badou à 12 heures devant le campus 5. C'est différent de Badou filmé à 15 heures devant le campus 5. Nous sommes d'accord. Donc c'est très important. Et cette maîtrise de l'unité d'espace-temps-là et de sa dynamique dans le cadre de la narrative audiovisuelle nous permet de régler beaucoup de questions dans le cadre du traitement d'une séquence narrative dans un film. Vous voyez souvent dans les films américains, vous entrez dans une voiture, vous démarrez la voiture démarre, et dès que la voiture démarre, on la montre arrivant, par exemple, dans le palais de justice. En simplement 2 ou 3 plans, on a montré quelqu'un qui est sorti de chez lui, qui est allé au palais de justice. Voyez-vous, n'est-ce pas? Cette notion d'économie est absolument nécessaire dans le storytelling, dans la narrative carrément cinématographique et audiovisuelle. Alors, on nomme un plan suivant la portion d'espace qu'il englobe et suivant qu'il soit fixe ou en mouvement. Et il existe une gamme infinie d'éloignements entre la très grande distance et la macrophotographie. Alors, vous voyez, quand nous filmons, quand nous prenons des prises de vue, les objets et les êtres qui sont filmés ne sont pas dans une même configuration. Des fois, vous filmez un groupe, donc l'espace que le plan englobe est beaucoup plus grand que quand vous filmez simplement un visage. Donc cette variation, cette variabilité des différentes portions d'espace que le cadre du plan englobe a permis de créer une gamme infinie de séries de plans que l'on appelle l'échelle des plans, où on peut parler de valeur de plan. Alors, il existe une gamme infinie donc d'éloignement entre la très grande distance et la macrophotographie. Vous pouvez filmer aujourd'hui un homme, un visage, vous pouvez filmer toute une ville, vous pouvez filmer toute une forêt grâce au drone. Vous voyez ce que Hubble est en train de faire dans l'espace. On peut même filmer des planètes entières. On est d'accord? Donc c'est impressionnant les différentes échelles des plans que nous avons ici grâce à la photographie moderne. Alors, ceci nous permet d'aborder une question essentielle qui est la question de l'échelle des plans. Alors, l'échelle des plans n'est rien d'autre que le rapport du cadre à l'objet. Ce rapport du cadre à l'objet change. Je vous ai bien dit, si vous prenez un bonhomme, vous avez la possibilité de le filmer intégralement, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Mais cette façon de le filmer de la tête aux pieds peut varier en fonction de vos objectifs de récit. Vous pouvez filmer la poitrine et la tête, c'est-à-dire de la tête à la poitrine, vous pouvez filmer de la tête à la taille, vous pouvez filmer l'ensemble du corps, etc. Ces variables-là, cette variation du cadre à l'objet a permis de définir une gamme de valeurs de plan qui aident les techniciens à communiquer entre eux dans le cadre d'un tournage. Le premier élément de cette échelle des plans, c'est le plan de grand ensemble, ou plan général, ou plan lointain. En anglais, on l'appelle long shot. Il englobe le lieu de l'action dans un ensemble très vaste, comme un champ de bataille, un grand espace qui est filmé, par exemple une vue de Dakar, dans le cadre d'un plan de grand ensemble. Alors, ça c'est le premier élément de l'échelle des plans. Le deuxième élément, c'est le plan d'ensemble.
Il situe le lieu de l'action et présente le décor dans sa totalité. Donc, si vous êtes à Liberté 6 et que vous voulez filmer le campus, la direction de NSUP Afrique, le fait de filmer l'ensemble de la direction, c'est ce qu'on appelle un plan d'ensemble. Le décor de NSUP Afrique dans sa totalité est perçu grâce à votre prise de vue. Le troisième élément, c'est le plan de demi-ensemble. Dans le plan de demi-ensemble, le caméraman ne cadre qu'une partie du décor où il inscrit déjà les personnages. Donc, si vous êtes par exemple dans ce même campus et que vous vous situez un peu à l'intérieur du campus, comme par exemple le campus 5, et que vous filmiez seulement l'espace cafétéria, où il y a les personnages qui sont assis et qui boivent leur tasse de café, eh bien, vous avez fait un plan de demi-ensemble dans le cadre du campus 5. Une partie du décor du campus 5 est montrée. Vous avez aussi le plan de pied, le plan américain, le plan rapproché taille, le plan rapproché poitrine, le plan rapproché épaule, le gros plan et le très gros plan. Comme vous le savez, le très gros plan a fait l'objet même d'une émission TV à la RTS avec Babacar Diagne il y a quelques années. Le très gros plan représente le détail d'un visage, d'un objet ou d'un personnage. Nous y reviendrons. Alors, il est souvent utilisé en insert, c'est-à-dire c'est un plan court sur un objet ou un détail. Par exemple, plan rapproché épaule de Badou qui regarde en haut à droite hors champ et vous mettez un insert sur une pendule accrochée au mur. Le fait de mettre ce plan sur la pendule, vous avez créé ce qu'on appelle un insert, c'est-à-dire un plan court sur un objet qui est la pendule, qui fait l'objet du regard de Badou qui regarde en haut à droite hors champ. Alors, le plan de coupe. Le plan de coupe aussi fait partie de cette notion d'insert parce qu'il a pour fonction de relier deux autres plans dont la mise bout à bout causerait une rupture dans la continuité du film. Dans le cas d'un entretien filmé, par exemple, un plan de coupe sur les mains de l'interviewé peut faciliter le montage de deux morceaux d'interview isolés l'un de l'autre au moment du tournage. Donc, voilà un exemple précis du plan de coupe qu'on utilise dans le cas d'une interview d'une personne qui, à un moment de la séquence d'interview, a croisé ses deux mains et vous en avez profité pour prendre un gros plan des deux mains croisées. Et l'interview de 30 minutes, vous voulez utiliser la première partie de 1 à 5 minutes, puis de 25 à 30 minutes. Ces deux parties-là, eh bien, pour les monter ensemble, vous utilisez le plan de coupe des mains croisées, qui est en fait le plan qui vous permet de passer à la première partie de l'interview, puis vers la deuxième partie de l'interview en utilisant le plan de coupe entre les deux. Voilà grosso modo donc ce que j'ai voulu vous présenter durant cette première séance-là, en espérant que la semaine prochaine, nous allons aborder d'autres questions qui sont fondamentalement liées aux techniques de prise de vue TV, notamment les rapports et les règles qui sont liées fondamentalement à la construction de l'image. Nous allons aborder ces questions de règles dans la construction de l'image, notamment la problématique des tiers, mais aussi la règle des 30 degrés et des 180 degrés qui font figure de paramètres nécessaires dans la construction de l'image. Sur ce, je vous demande de rester chez vous et d'adopter les gestes barrières dans le cadre de cette pandémie qui hante notre sommeil ces derniers jours. Je vous souhaite le meilleur dans le cadre de votre licence et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.